Impressionnant, non? Tout d'abord, merci à Margot d'avoir participé à la vidéo, son Instagram est dans la description. Et merci aussi au Caillou du Jardin Botanique de Bordeaux de nous avoir laissé filmer, vous pouvez aller voir, c'est dans la description. Toutes les images de la séquence ont été tournées par le Panasonic FZ2000 en Full HD, MP4 All-Eye en 422 8 bits à 200 Mbps par seconde. Pour le profil de couleur, j'ai choisi de tourner en Cinelike V légèrement modifié. Bon comme d'habitude, petit tour de la fiche technique, on peut filmer en 4K à 30 fps, Full HD 60 et même 120 fps mais sans autofocus et sans le son. Dans leurs meilleurs codecs respectifs, la 4K peut monter à 100 Mbps par seconde et la Full HD a un impressionnant 200 Mbps par seconde. Tout le travail d'enregistrement interne se fera en 420 8 bits, mais grâce à un enregistreur externe comme un Atomos, on peut sortir et enregistrer jusqu'en 422 10 bits. Pour comparer un peu les qualités, j'ai tourné en 4 paramètres différents, 4K 100 Mbps par seconde, Full HD 200 Mbps par seconde, Full HD 50 Mbps par seconde et Full HD 120 fps, ce qui devrait quand même pas mal réduire la qualité. Si on les met côte à côte, on voit peu de différence, même si la 4K paraît un peu plus détaillée. C'est en faisant un zoom à 500% qu'on voit vraiment la différence. La 4K a 4 fois plus de pixels que de la Full HD et est donc beaucoup plus détaillée. La Full HD 200 Mbps s'en sort quand même plutôt bien, avec juste derrière lui la Full HD 50. Entre les deux, il y a peu de différence, même si avec celle à 200 Mbps par seconde, on aura une beaucoup plus grosse amplitude à la post-production. Et en dernière place, la Full HD à 120 images par seconde qui perd pas mal de qualité, même si avec une lumière bien maîtrisée, c'est largement utilisable. Maintenant, si on passe à la stabilisation, le FZ2000 offre deux modes, une stabilisation optique disponible dans tous les modes et une stabilisation numérique 5 axes disponible uniquement en Full HD et sans le mode cadence variable. Pour comparer les trois modes, j'ai testé sans stabilisation, avec et avec celle numérique 5 axes. Il y a une vraie différence entre sans et avec la stabilisation. On va plutôt utiliser la stabilisation si on tient l'appareil photo à la main ou qu'on est sur un rig, alors que si on est sur un steadicam ou un trépied, on va plutôt l'enlever. Si vous avez l'œil et ou que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, vous avez raison. Comme dans beaucoup trop de caméras aujourd'hui, il y a du crop. Ça va dépendre de votre résolution, stabilisation et de si vous tournez en cadence variable à 120 fps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai testé tous les crops possibles et je vais vous les citer dans l'ordre du moins croppé au plus croppé. Sur l'angle de base, c'est le Full HD avec ou sans stabilisation qui a donc une valeur de 1 pour un 25 mm. La stabilisation numérique 5 axes ajoute un tout petit peu de crop avec un facteur de 1,08, soit pour un angle de 25 mm de base, ça se transforme en 27 mm. Ensuite, si on décide de tourner en cadence variable à 120 fps, ça va encore cropper avec cette fois-ci un facteur de 1,22, ce qui nous donne pour un angle de base de 25 mm un 30,5 mm. Et bien évidemment, il fallait s'y attendre. Pour la 4K, on a plutôt un crop signifiant avec un facteur de 1,43, ce qui nous donne pour un angle de base de 25 mm un 35 mm. Alors faut voir le bon côté des choses, vu que c'est qu'un 480 mm, quand on filme en 4K, ça se transforme à un peu plus de 700 mm quand on zoome au max. Bon alors, en ce qui concerne l'autofocus de cet appareil photo, il y a pas mal d'options disponibles. Nous on va se concentrer sur la vidéo, donc l'autofocus continue. Il est disponible en 5 mesures différentes, j'ai comparé les 3 que j'utilisais le plus, c'est-à-dire détection de visage-œil, suivi ou 49 zones, et voilà ce que ça donne. Quand on prend la détection visage-œil, ça suit plutôt bien le visage, même si dès qu'il se passe un peu trop de trucs dans l'image ou que je sors, ça commence vraiment à avoir du mal. Mais pour une vidéo face cam comme celle-là, l'autofocus s'accroche vraiment bien au visage. Même si je fais ça, il va largement suivre mon visage. Ensuite, il y a le mode suivi, c'est un peu comme celui à détection de visage et d'œil, même si celui-là est un peu moins précis, quand vous sortez de l'image et que vous re-rentrez dedans, il revient sur vous. Et ensuite, il y a le 49 zones, si vous filmez pas que des personnes, que vous alternez entre des interviews et des plans de coupe dans une même séquence, c'est celui qui marche le mieux. Bon alors, en low light, il se débrouille plutôt pas mal, même s'il faut pas trop monter dans les ISO. Actuellement, je suis à 500 ISO, mais si je le règle sur 1600, voilà ce que ça donne, il n'y a pas trop de grains, même dans les zones sombres. Et là, je suis à 6400 ISO, on peut commencer à voir quelques artefacts dans l'image, mais franchement, quand on maîtrise sa lumière, c'est largement utilisable. Maintenant, je vais passer aux détails auxquels j'ai pas encore parlé dans la vidéo. J'ai divisé en 3 catégories, les détails à savoir, qu'ils soient bien ou pas bien, les détails pas très cool, et les détails vraiment super sur cet appareil photo. Alors j'ai fait le test avec les batteries Lumix originales comme celle-là, elles tiennent exactement 2 heures quand j'ai tourné dans le meilleur codec, c'est-à-dire en Full HD à 200 Mbps par seconde. Lorsque vous utilisez ces adaptateurs de batterie que vous pouvez brancher en USB sur des batteries externes,
faut vraiment faire attention à ce que le courant soit exactement celui indiqué. Parce que ce que j'ai essayé de faire moi, c'est que vu qu'il y a une prise DC jack disponible, j'ai essayé de le brancher directement dans un adaptateur V-mount. Sauf que le problème, c'est que le courant était de 7,2 volts. Et quand on utilise l'adaptateur, ça transforme du 5 volts en 8,4 volts. Donc si c'est pas 8,4, il va pas accepter la batterie et vous dire que vous pouvez pas l'utiliser. C'est un petit détail, mais il fallait le savoir. Lorsque vous allumez l'appareil photo, l'objectif se déploie totalement. Alors au début, on peut penser que c'est un vrai problème parce que ça prend de la place, mais en réalité, ça permet de l'équilibrer directement sur un stabilisateur et de rien avoir à changer même si on zoome. En plus de ça, même si l'objectif est déployé, il n'est pas si grand que ça, c'est pas dérangeant. Ensuite, l'appareil photo est disponible en neuf aux alentours des 900 €. Ça dépend de où est-ce qu'on l'achète et sous quelle version. Alors qu'en occasion, il est disponible à 500 € si on prend seulement l'appareil photo, jusqu'à 800 si on met appareil photo avec micro, carte SD, batterie et tout ça. Maintenant, on va passer aux détails qui fâchent. Les menus ils sont parfois un peu complexes, j'ai même trouvé 2 fois la fonction discret, alors que c'est pas du tout le même paramètre. Lorsque l'un est activé, l'autre peut être complètement désactivé. Je sais pas à quoi ça sert, même si on peut connaître les menus après pas mal de temps d'utilisation. Deuxième détail qui fâche vraiment, c'est la prise HDMI. C'est une micro HDMI, c'est pas du tout solide. J'ai déjà cassé pas mal de câbles sur les versions précédentes, c'est une prise qui est pas du tout utilisable. C'est vraiment pas intelligent puisque c'est par là qu'est censé sortir le signal 422 10 bits pour les enregistreurs externes. Autre détail dans le genre, c'est le son. On va être obligé d'utiliser un micro externe parce que le son interne est pas bon. Autant il peut être utilisable pour un son référence, autant on va y entendre parfois l'autofocus ou même les petits bouts de métal qui appartiennent à la sangle et qui restent accrochés sur l'appareil photo. C'est vraiment pas ergonomique. Si on continue sur l'ergonomie, je trouve que l'écran est plutôt lumineux, sauf en extérieur, où quand il y a vraiment du soleil, ça devient compliqué d'y voir. Autre truc, j'avais déjà essayé de filmer une vidéo en vertical sur cet appareil photo. Quand on met l'appareil photo en vertical, le gyroscope s'affiche en vertical, mais le fichier, lui, est enregistré en horizontal. Alors que pour beaucoup de caméras aujourd'hui, quand on la tourne, ça va enregistrer le fichier en vertical. Ensuite, l'objectif, lui, n'est pas parfait. Il ouvre à 2.8, mais seulement en 25 mm. Il va ouvrir au minimum qu'à 4.5 quand on est en téléphoto. Et dernier truc pas ouf, l'option Vlog est disponible sur l'appareil photo, mais on est obligé de payer plus de 100 € pour l'obtenir. Bon, maintenant, on va passer aux détails cool qui peuvent parfois devenir indispensables. En premier, amélioration par rapport au FZ300, ils ont mis l'emplacement SD sur le côté. Ça permet, s'il est sur un trépied, de pouvoir alterner entre les cartes SD sans avoir à le démonter. Deuxième option dont je vais plus jamais pouvoir me passer, c'est les filtres ND intégrés. Si vous ne savez pas ce que c'est des lentilles internes qui permettent d'assombrir l'image sans avoir à modifier aucun paramètre. Juste avec un bouton, comme ça, on peut activer les filtres ND. Ensuite, point positif sur l'ergonomie, il y a beaucoup de boutons personnalisables. C'est vraiment pratique pour accéder à toutes les options, comme par exemple, autre truc bien, les zébras ou l'histogramme. Toujours dans l'ergonomie, un vrai plus par rapport au FZ300, cette fois-ci il y a une prise casque intégrée dans l'appareil photo. Et comme exemple pour vous montrer que c'est une caméra semi-pro voire pro, c'est qu'il n'y a pas la limite de 30 minutes d'enregistrement. On peut enregistrer aussi longtemps qu'on veut tant que la batterie et la carte mémoire tiennent. Si on passe sur les petites options toujours cool à avoir, on a par exemple le Wi-Fi, l'écran rotatif tactile, l'option time-lapse et même pour les plus professionnels, une option timecode. C'est aussi une caméra professionnelle parce qu'elle peut changer sa fréquence interne. On peut changer entre PAL, NTSC ou cinéma. Ça va permettre de changer la fréquence de FPS entre 23,976, 24 ou 25 en fonction du pays. La caméra a aussi l'option 4K DCI, ça permet d'avoir de la 4K un peu plus large pour gagner des pixels et de l'angle de vue. Et grosse amélioration, il a un capteur 1 pouce, c'est pour ça qu'il est bien meilleur en low light que les versions précédentes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à déposer des commentaires si vous avez des questions, ou envoyez-moi un message privé ou un mail pour quelconque projet vidéo. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, ciao.